Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez. Merci de suivre ce nouveau numéro de NCI 360. Ensemble, nous allons décrypter l'actualité de la semaine qui a démarré avec le grand oral du Premier ministre Patrick Kachi lundi face à la presse. Une semaine également marquée par des mouvements à la tête des sociétés d'État, notamment le FER et l'ANSUT. Dans l'actualité politique, le congrès du Front populaire ivoirien, le FPI, tenu hier samedi. En fin d'émission, nous évoquerons l'article 226 du nouveau code pénal qui a fait et continue de faire polémique en raison de la mention orientation sexuelle dans le texte. Voilà pour le sommaire de ce 360. Avec moi en plateau pour en parler, Bledson Mathieu, il est journaliste à Fraternité Matin. Landry Couillot, il est journaliste. Antoine Assalé-Tiemoko, journaliste député maire de Tia-Salé. Docteur Arthur Banga, il est historien. Aristide Nkenda, journaliste éditorialiste. Enfin, docteur Eddy Guipian, enseignant-chercheur à l'université Pélé-Forogon Koulibaly de Korogo. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le chef du gouvernement ivoirien, je l'indiquais, a fait le bilan à mi-parcours de l'action gouvernementale. Pour Patrick Kachi, guidé par la vision du président de la République, la Côte d'Ivoire a dépassé toutes les attentes et a su regagner un vrai leadership continental. Le chef du gouvernement a évoqué la reprise du dialogue politique, mais il a surtout donné les détails sur le programme du gouvernement dénommé Côte d'Ivoire solidaire. Retour sur les grands axes de ce grand oral, c'est dans ce sujet de Pierre Dipomelin. Le Premier ministre Patrick Kachi s'est appesanti sur les performances économiques de la Côte d'Ivoire pendant ces 10 dernières années. Un bond qualitatif à travers le budget de l'État qui est passé du simple au triple. Le volume global des investissements publics et privés qui ont été multipliés par 7, la chute du taux de pauvreté à 16 points, correspondant à plus d'1 600 000 personnes sorties de la précarité. L'amélioration de l'indice de sécurité passe de 6,8 en 2012 à 1,6 à la date de septembre 2021. Pour la poursuite de cette dynamique les 10 prochaines années, le Premier ministre a indiqué la vision du gouvernement qui consiste à la transformation de l'économie à travers un secteur privé fort. Cela nécessitera d'une part d'ériger le développement du secteur privé en priorité nationale sur tout le territoire, parce que c'est lui, d'abord, plus que l'État, qui crée la richesse et les emplois. La transformation structurelle de notre économie pour faire du secteur privé une priorité nationale, créer plus de richesses pour le pays. Et cette transformation est en marche. Le Premier ministre ivoirien place la recherche de la paix à travers la justice sociale, le dialogue politique et les questions de sécurité aussi bien nationales que sous-régionales au centre des actions du gouvernement. Grâce aux initiatives prises par le président de la République, depuis la rencontre avec le président Bédié, jusqu'à celle qui s'est déroulée le 27 juillet dernier avec le président Laurent Gbagbo, dans un climat de solennité et de fraternité, la démocratie ivoirienne avance dans la paix, la tolérance et le dialogue. Sur le plan sécuritaire, et notamment en ce qui concerne le terrorisme au Sahel, je voudrais vous assurer ce matin que la Côte d'Ivoire, avec ses partenaires, saura faire face aux enjeux. Avec l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme de Jacquesville, la Côte d'Ivoire dispose d'un outil unique sur le continent. Plus de 400 stagiaires de la sous-région ont déjà suivi une formation avec l'appui de nos partenaires et l'Académie sera pour l'avenir un élément majeur de notre riposte sécuritaire face à cet enjeu sous-régional. Au niveau social, le chef du gouvernement a annoncé le retour du PS-Gouv les prochains mois. Face aux questions des journalistes, Patrick Kachi a rassuré les Ivoiriens sur le problème de la mobilité à Abidjan. Il a annoncé le métro pour 2025, la voie de contournement appelée Y4, l'aménagement d'une voie express consacrée au BRT et l'implantation de la Sotra à Yamoussoukro, Bouaké et San Pedro. Monsieur, on a vu un Premier ministre très à l'aise face aux journalistes lundi dernier, abordant presque toutes les questions qui touchent à la vie de la nation. Si vous devriez faire un décryptage et sur la forme et sur le fond, ce serait quoi, Antoine Assalé-Tiemoko? Je dirais que pour avoir passé près d'une vingtaine d'années au gouvernement, l'exercice n'était pas très compliqué pour le Premier ministre Patrick Kachi. On sait que l'homme a une certaine compétence dans la matière, et donc sur la forme, l'exercice a été pour lui extrêmement aisé. Maintenant, sur le fond, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Moi, je ne ferai pas un décryptage global, mais je m'apaisanterai seulement sur la mobilité à Abidjan. C'est une question qui m'intéresse beaucoup, et surtout
par rapport aux travaux qui sont lancés pour désengorger un peu la circulation. Ce que je veux dire, et là je porte un peu une casquette d'élu local, je veux dire que quels que soient les travaux qu'on ferait à Abidjan, le métro, les échangeurs qu'on fera, tant qu'on ne mettra pas en place une politique de décentralisation extrêmement osée, Abidjan sera toujours engorgé parce que les populations n'ont pas grand-chose à l'intérieur du pays et trouveront toujours que c'est Abidjan, que c'est toute la Côte d'Ivoire, et donc feront mouvement vers Abidjan. Donc à ce niveau-là, c'est là que moi je veux me présenter parce qu'effectivement, il faut que la politique ivoirienne dans la matière soit plus agressive plutôt que ce qu'on voit aujourd'hui. D'accord. Arthur ? Je suis d'accord que dans la forme, c'était très bien. Et ça nous rappelle un peu les instants de feu Amadou Koulibaly, qui lui aussi avait une belle maîtrise. Dans le fond, oui, il est revenu, il a très bien défendu son action. Moi, naturellement, à mon penchant sur les questions sécuritaires, m'emmène à soutenir ce qu'il a dit. Hein. Je pense que la Côte d'Ivoire fait aujourd'hui promet une bonne riposte à la menace terroriste. Elle a des outils qui montent sur cette question. Après, globalement, il y a eu beaucoup de paroles sur la croissance économique, sur l'amélioration du niveau de vie. En fait, moi, je pense que c'est la première fois qu'on peut vraiment utiliser le mot croissance. Parce que la croissance, en réalité, c'est dans la durée. Et là, sur 10 ans, on a connu des taux assez intéressants. Il est quand même temps que cette croissance-là, je pense, aujourd'hui, ne s'arrête plus qu'à des chiffres macro, qu'à tout ce qu'on a comme aménagement urbain, qu'aujourd'hui, cette croissance se sente concrètement dans la vie des gens. C'est vrai qu'on nous parle d'une chute de la pauvreté à 39 points. C'est un bon score sur papier. Maintenant, on attend beaucoup, beaucoup. Et en termes de perspective, il a dit lui-même, ça sera le PES-Gouv, donc une deuxième phase de politique sociale. C'est sur ça qu'on le jugera en 2025. Et parce qu'aujourd'hui, les Ivoiriens ne sont plus éblouis, étonnés par des routes, des ponts. C'était très intéressant sur les 10 premières années parce qu'on avait passé 20 années pratiquement, ou même 30, sans grands investissements publics. Aujourd'hui, on attend le gouvernement sur des choses sociales. Et je pense que le PES-Gouv, on va le juger là-dessus, en termes d'engagement. Deuxième engagement intéressant qu'il faut voir, hein, je ferai plus ces perspectives, c'est le dialogue politique. On espère que ce dialogue politique n'accouchera pas des 85 morts qu'on a eu en 2020, mais que ça c'est un dialogue politique qui va amener la Côte d'Ivoire à s'asseoir une bonne fois pour toute sa démocratie, c'est-à-dire qu'on aura au cœur des débats la préparation des élections avec le listing, avec la composition de la commission électorale, avec une plus grande autonomie au Conseil constitutionnel. Je prends un exemple. Dans la loi, c'est toutes les années qu'on doit faire les listes électorales. Mais nous, on attend toujours aux élections. Donc, il faut que tous ces mécanismes démocratiques soient faits. Troisième point, peut-être qu'on reviendra dessus avec l'histoire des DG, mais de la justice sociale, de la transparence, ça, c'est les attentes. Donc, moi, je préfère rappeler le Premier ministre qui était excellent sur la forme, très bien dans la défense de son bilan, lui rappeler les engagements qu'il prend, c'est-à-dire qu'il sera jugé sur la politique sociale, sur la capacité à instaurer un véritable dialogue politique et sur le chômage des jeunes. Je pense que sur cette question, il a reconnu aussi que des choses sont faites, mais qu'il y a beaucoup à faire. Je pense que c'est sur ces questions-là qu'on va l'attendre sur ces prochaines années. Aristide ? Oui, avant de parler, Ali, tu me permets de souhaiter un prompt rétablissement à Guillaume Bateau, qui a un problème de voix. Je crois qu'il a beaucoup ému. Il a été très ému pendant le forum. Où tu te trouves, Guillaume, vraiment prompt rétablissement. Alors, sur la forme, Ali, tout le monde est unanime qu'il est très à l'aise, le Premier ministre. Mais dans le fond, je voudrais retenir surtout la transformation structurelle de l'économie. Il a bien précisé que ce n'est pas, c'est dans l'économie, dans le privé qu'on trouve les emplois. Quand on investit, ça permet de créer des emplois. Je crois que il y a le volet de sécurité qui est très important. Vous savez, pour qu'on soit capable d'investir, il faut qu'on soit sûr qu'on est dans un pays qui est en sécurité. Et je pense qu'il a évoqué donc l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme, qui est unique en Afrique. Et c'est surtout les chiffres qui parlent d'eux-mêmes, avec donc l'indice de sécurité qui est passé de 6,5, je crois, 1,2. Entre 2011 et 2021. Donc, c'est les perspectives. Sur les perspectives, je pense que sur le plan démocratique, pour revenir à ce que Arthur disait, j'avais dit l'année dernière qu'un miracle allait se produire après le 31 octobre. Et on est en train de le vivre. On est en train de vivre le fait qu'on construit une nouvelle
façon de faire la démocratie. Et je pense que quand on va revenir sur le dernier congrès du FPI et tout ce qui s'est passé, on comprendra que les rapprochements, et d'ailleurs il est revenu là-dessus, les rapprochements entre, pas les rapprochements, mais les rencontres entre lui-même, le Premier ministre et le président Bédié, le président Alassane Ouattara, le président Ali Koran Bédié, les rencontres Ouattara-Gbagbo, nous amènent à espérer qu'on pourra maintenant déboucher sur un nouvel espace politique, un nouvel espace démocratique plus sain, plus compétitif. Et je crois qu'Actu soulève des questions réelles, des listes électorales. Sur lesquelles on reviendra certainement. Docteur Eddy Guipier. Alors sur la forme, ce qu'il faut remarquer, c'est que tout au long du mandat du chef de l'État, la plupart des membres du gouvernement et le chef de l'État sont très à l'aise avec les médias, avec toute cette forme, je veux dire la conférence de presse, l'action gouvernementale. C'est un gouvernement qui a toujours beaucoup communiqué. Donc le Premier ministre était, comme l'ont dit mes prédécesseurs, très à l'aise, n'est-ce pas, dans cet exercice. Il jouit sur le fond d'une vie qui est actuellement apaisée. Il y a une Côte d'Ivoire, en tout cas où les choses semblent redémarrer dans le bon sens. Cependant, moi j'aurais vraiment aimé qu'il soit confronté, en lieu et place des journalistes, j'aurais aimé qu'il fasse ce discours-là devant la représentation nationale, par exemple, devant le Parlement peut-être réuni en congrès, ou bien devant les députés de l'Assemblée nationale, pour que, avec les questions, qu'on puisse, on va dire, pas forcément battre en brèche, mais mettre à l'épreuve justement toute cette aise-là devant les représentants de la nation. Alors les défis, malgré les chiffres qui sont quelque peu enthousiastes, sont réels. La question de l'emploi, donc du chômage. Dans une rencontre ultérieure, il a évoqué la question de 8 millions d'emplois. Question antérieure, vous voulez dire. Voilà, antérieure, merci. 8 millions d'emplois, bon... Voilà. La question de la sécurité qui est globalement maîtrisée. On attend aussi sur le social, comme Arthur l'a dit, sur le social, sur la décentralisation, avec une ville d'Abidjan qui commence à être, qui est une mégalopole qui est étouffante, alors que nous avons Yamoussoukro qui a 206 km qui est vide et qui s'ennuie, permettez-moi l'expression. Aussi la question de la dette de l'État vis-à-vis du secteur privé qu'il faudra épurer. Donc tout ça contrarie un peu les chiffres intéressants qu'il a pu nous donner. D'accord. Landré ? Merci bien pour la parole. Et je vais faire l'économie de tout ce qui a été dit entre-temps et me concentrer sur l'homme d'État. Parce qu'en réalité, c'est vrai qu'il y a un exercice techno-administratif, mais un véritable exercice de communication politique. Il faut voir le timing lui-même, le contexte. Cette conférence-là intervient pratiquement 200 jours d'exercice de sa fonction en tant que... 227 jours 227 précisément. 227 jours, exactement. Et surtout après le congrès constitutif du PPACI et le colloque du PDCI-RDA. On avait un semblant de vide entre-temps et surtout des questions assez polémiques sur la création de l'Union du Grand Nord, qui est certes une association, mais qui a du mal à se dissocier du RHDP. Donc lorsqu'on a un tel exercice, du coup, on met l'accent sur les performances du gouvernement et c'est une très belle opportunité pour le Premier ministre qui, ici, va tenter et certainement réussir à convaincre les uns les autres qu'ils ont en face d'eux, non pas un simple technocrate, mais un homme d'État en capacité de pouvoir gouverner. Et il y a surtout cette partie au cours de cet exercice où certainement il répond à une question, il rappelle à toute fin utile que sa loyauté et sa fidélité vont au président de la République et au RHDP, à la différence du président Oussoudiano qui a plutôt redistribué sa fidélité et sa loyauté entre le président Bédié et le président... Alors ça, c'est un autre débat que vous ouvrez, hein ? Non, juste dire simplement qu'on a... Effectivement, on ne peut pas occulter cela. C'est vrai qu'il y a la question technique qui rentre en ligne de compte, mais d'un point de vue politique, lorsqu'on regarde profondément, le Premier ministre Patrick Achi réussit cet exercice de communication politique qui rassure, parce que là, il parle aux militants et aux cadres du RHDP pour les rassurer. Il était face à la presse. C'est vrai, mais il s'est interrompu, il s'est surtout prononcé, il s'est adressé à un public en particulier en saisissant cette... D'accord, Landry Couillon, on vous a bien compris. Bledson Mathieu ? Oui, moi j'ai vu un homme qui, dès la première minute de sa conférence, a dit sa vision. Il a dit qu'il remercie le chef d'État de lui permettre de travailler à ses côtés pour améliorer le quotidien des Ivoiriens et préparer l'avenir des générations futures. C'est les deux plans. Cette noble mission, c'est l'expression, la qualification est de lui.
vont expliquer tout le plan qu'il va faire. C'est-à-dire permettre aux Ivoiriens qui sont là aujourd'hui de bien vivre, bien se soigner, avoir un niveau de vie assez intéressant, avoir des emplois, mais aussi permettre aux générations futures d'exister. Quand on a un gouvernement qui a cette vision, pour moi, c'est assez intéressant d'expliquer. Et quand il explique, il connaît les problèmes, il les expose. Tout à l'heure, on parlait de 8 millions d'emplois. Il est encore revenu là-dessus, c'est à l'horizon 2030. On aura pratiquement 10 millions de jeunes qui seront sur le marché. Il faut dès maintenant réfléchir pour voir comment on peut leur trouver de l'emploi. Et c'est pour ça qu'il parle beaucoup de privé, la priorité au privé, parce que c'est le privé qui, justement, crée des emplois. Et tout à l'heure, ça allait parler de l'intérieur, mais il a aussi dit là, que c'est sur l'ensemble du territoire qu'il y aura l'industrialisation. D'ailleurs, le pôle économique d'industrialisation, c'est Korogo, c'est Bondoukou, qui ont déjà démarré, c'est Yamoussoukro, justement. Ce n'est pas tellement la capitale politique qui va y arriver, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est de créer des emplois. C'est de faire en sorte que ces régions-là puissent transformer les produits qui sont faits là-bas en générant des emplois. Et avant, il y a quelque chose qu'il a dit qui m'a beaucoup intéressé, mais peut-être que les journalistes n'ont pas fait attention. Il a dit d'ici 2025, la Côte d'Ivoire va atteindre l'autosuffisance alimentaire en poisson. En matière de production, la Côte d'Ivoire dépense 325 milliards pour acheter du poisson à l'extérieur. Nous avons les meilleures eaux, nous avons les meilleurs hommes, nous avons l'expertise. Pourquoi continuer à faire cela? Et lorsque vous produisez le poisson, automatiquement la question du prix du poisson se règle. Automatiquement. Sinon, à l'état actuel, quand on exporte tout ce qu'on mange, quand on dit que la vie est chère, le coût de la vie, il faut élever, le gouvernement a une marge très infime de régler. Le poisson il vient d'ailleurs, on produit ailleurs, c'est pas toi qui fixe le prix, on paye le carburant pour le transporter, on paye le transporteur et il vient dans un pays où on a la latitude de produire beaucoup de poissons. Ça sont des convictions du gouvernement et ce qu'il a exprimé. Très bien. Arthur, oui, bon, vous voulez réagir? Petite parenthèse politique hein, sur la comparaison à Jana Ossou, elle n'a pas lieu parce qu'en 2018, tout le monde avait ce point d'interrogation. Je rappelle que Patrick Achi lui-même était l'un des derniers à partir. Patrick Achi était au congrès du PDC du Daokro. Donc il y a eu ça. Mais aujourd'hui, je pense que pour Patrick Achi, que pour Aoussou Jano, c'est clair, ils sont RHDP. Donc la question ne se pose même plus pour appeler à cette... Pour revenir, dans tout ce qui a été dit, j'ai retenu 2 mots. Le premier mot qui m'a intéressé, c'est transformation structurelle de l'économie. Honnêtement, on avait eu cette impression, moi personnellement, j'avais eu cette impression jusqu'en 2019, puisque sur certains points, par exemple, le cacao, on transformait plus de fèves, mais l'année 2019 nous a révélé la fragilité de notre économie qui finalement n'est pas si transformée que ça. Parce qu'il a suffi, on a compris que notre économie, elle est totalement extravertie, elle est totalement à la merci de l'environnement international. On n'a pas eu de ressources nationales pour faire face. La preuve, on partait sur une prévision de croissance de plus 9 points, on s'est retrouvé à peine plus 1 point. Donc c'est-à-dire, en quelques mois, on a perdu... Oui, en 2020, voilà. On a perdu 8 points, ce qui montre qu'il faut faire des efforts encore sur cette transformation structurelle de l'économie. Le deuxième point qui m'intéresse, c'est sur le privé. Il a justement parlé d'année fiscale. Mais j'ai l'impression que la fiscalité en Côte d'Ivoire, c'est quelque chose qui fait peur à nos dirigeants. Parce que on est tous d'accord. Hein. Si, j'explique. Toutes les études vous disent que l'assiette fiscale n'est pas large. Donc, il n'y a que très peu de gens qui payent beaucoup d'impôts. Mais dès que l'État tente d'élargir l'assiette fiscale, on l'a vu par exemple avec les jeunes qui font du livrage, dès qu'il y a une grogne, on revient. Donc, c'est toujours ce petit groupe qui paye beaucoup d'impôts, alors que tous les secteurs informels échappent à l'imposition. Donc, il faut chercher à formaliser. Et est-ce que le gouvernement aura le courage, parce que ça ne sera pas une décision populaire, de pousser cette réforme fiscale comme il l'entend. Troisième point que j'ai envie de dire, il est temps, quand je prends un pays comme la Chine a commencé cette transformation à partir de 1978, mais c'est à la fin ou au début des années 2000 qu'on a commencé à avoir les premières transformations dans la société. Il est temps qu'on sente, après une décennie de croissance où, à part 2020, on a eu 1 point, il est temps qu'on touche maintenant à cette transformation de la société, qu'on voit de plus en plus d'aisance sociale. Sinon, il y aura une rupture ou un manque de confiance entre le peuple qui va toujours entendre ces chiffres-là comme un mirage et leur réalité. Et donc, je pense que c'est pour ça que j'insiste sur le Premier ministre pour dire là où il est plus attendu, à mon avis, c'est ces 2 aspects, politique sociale et transformation de notre démocratie. D'accord. Antonin Saleh? Oui, je pense que je suis parfaitement d'accord avec ce que tu as dit. Sur le papier, la présentation est très belle. Il y a beaucoup de chiffres, il y a beaucoup d'espoir qui
est exprimé, mais dans les faits, ce que les Ivoiriens entendent, comment tout ça se manifeste dans leur assiette, comment tout ça se manifeste dans leur vie au quotidien. On n'est pas sans ignorer que c'est vrai que la croissance sur une décennie a été extrêmement forte, perturbée un peu en 2020 par la pandémie de la Covid. Mais il y a qu'aujourd'hui, même si le taux de pauvreté a chuté à 39, il y a que dans les zones rurales, dans l'intérieur du pays, il n'y a pas vraiment un effet qu'on peut quantifier, qu'on peut toucher de près sur la vie des populations. Et donc, il va falloir que des paroles, on passe maintenant aux actes et que ces actes-là aient un effet, effectivement, sur la vie des populations. Effectivement, comme vous le dites, le PS-Gouv de 2021-2025 va être très suivi parce qu'on attend beaucoup de ce programme-là, pour qu'on voit comment l'impact de cette population va se matérialiser, pour qu'on comprenne. Alors, je prenais par exemple le cadre des concours administratifs. Ouais, que beaucoup d'Ivoiriens, beaucoup de fonctionnaires, le Premier ministre l'a dit, il a l'impression que beaucoup de jeunes Ivoiriens, dès qu'ils sortent de l'université, veulent aller à la fonction publique, alors que le travail se trouve au privé. Mais c'est parce que le privé ne fonctionne pas correctement. Tout à l'heure, le docteur Dupé l'a dit, la dette intérieure est très forte. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont travaillé depuis 5, 3, 4, 5, 10 ans et qui aujourd'hui n'ont pas été encore payés. Et toutes les factures sont en souffrance. Donc il faut mettre en place un système qui permette d'apurer toutes ces dettes pour que les entreprises tournent et que par derrière, elles créent des emplois. Sinon, si elles travaillent pour l'État majoritairement et que par derrière, on ne les paye pas, une entreprise qui fait un boulot, mais qui fait un projet, qui réalise un projet pour l'État, et qui n'est pas payé dans les 12 mois qui suivent la fin des travaux, est une entreprise qui est en danger. Si vous la mettez sur 3 ans, elle est morte. Alors que derrière, par derrière, les impôts sont tout le temps en train d'envoyer des redressements fiscaux pour demander des paiements. Tout ça tue l'économie. Donc il va falloir que, de façon très forte, il y ait une volonté qui permette de créer, de faire bouger tout ça et que ça ait un effet, effectivement, sur le bloc. Alors, quand je parlais des concours, quand vous voyez comment les concours sont structurés par rapport aux dépenses que font les candidats pour qu'il n'y ait pas de concours, c'est un engorgement. Ça appauvrit les candidats, ça appauvrit même les parents de ces enfants qui parlent des concours. Il va falloir qu'à ce niveau-là aussi, on regarde comment réduire des charges qui ne sont pas utiles pour que les concours ne soient pas une sorte d'épouvantail pour les jeunes qui veulent passer le concours et que la vie chère qui est également à ce niveau-là baisse. C'est important qu'on travaille dessus. Aristide ? Oui, Ali, pour revenir à la décentralisation, je crois que Arthur l'a dit, lorsque la Chine commence, je crois à la fin des années 70, c'est jusqu'en 2000. Il a fallu du temps. Et vous voyez bien que nous passons une décennie extraordinaire dans la mise en route des projets structurants, infrastructurels. Et si vous regardez bien comment le gouvernement a procédé, c'est qu'il fallait faire en sorte que le maillage routier soit complet dans tout le pays. Quand vous allez aujourd'hui jusqu'à Korogo, jusqu'à Bundiali, jusqu'à Odiéné, à l'époque, ce n'était pas possible. Donc, il fallait faire ce travail. Et je crois qu'il est venu là-dessus en disant, il y aura la Sotra à Boaké, il y aura la Sotra à Yamoussoukro, il y aura la Sotra à San Pedro. Ensuite, le train urbain, le train d'Abidjan, le métro d'Abidjan arrive en 2025. Et vous savez que lorsqu'il y a le métro, on va beaucoup plus vite. Et le processus de décentralisation, ma foi, avec ce qu'il dit, est en cours. Ça va désengorger Abidjan. Et comme on ne va pas seulement créer des industries à Abidjan, on va commencer à implanter à l'intérieur du pays. Je crois que dans sa démarche, c'est prévu. Donc, sur ce projet-là, je crois que nous sommes dans une marche progressive. Et je pense qu'il faut leur faire confiance parce que c'est un gouvernement qui a montré par ses qualités que c'est un gouvernement qui est au travail. Et donc, il faut leur faire confiance. Oui, rapidement. Oui, juste un mot par rapport à ce que Aristide vient de dire sur la question de la décentralisation. Je voudrais m'inquiéter de ce qu'on lit cela, au fait qu'on veut envoyer des bus à Yamoussoukro, des bus à San Pedro. Vous aurez aimé qu'on en envoie à Tiasalem? Non, c'est même pas ça. C'est même pas ça. Je veux dire que ce n'est pas ça qui va créer la politique de la décentralisation. Tu parlais tout à l'heure de l'annexe fiscale, par exemple, de la peur du gouvernement d'aller là où il y a de l'argent qu'on peut aller chercher. Vous voyez, dans la nouvelle annexe fiscale que tu vas être soumise bientôt aux députés, qu'on va voter bientôt, qu'on va étudier là, le gouvernement ou bien la direction des impôts a trouvé le moyen d'aller chercher de l'argent dans la poche des élus locaux, mais dans des collectivités. En disant par exemple que les bordures des fleuves, des mers et consorts, désormais ne seront plus exploités par les élus, les collectivités, mais vont directement exploités par la police maritime. Ce n'est pas son rôle, ça. Première chose. Deuxième chose, par exemple, la patente que les automobilistes paient dans les communes. On vient de créer une structure qui va gérer le transport
à Abidjan, donc il ne va pas se déployer sur les collectivités à l'intérieur du pays. Mais on va prendre près de 5% des patentes qui reviennent aux collectivités pour envoyer cette structure qui va fonctionner uniquement à Abidjan. Donc vous voyez que d'année en année, on retire un peu de quelques prérogatives, on retire les ressources aux collectivités, de sorte qu'elles ne fonctionnent plus et qu'on centralise tout le pouvoir à Abidjan. On ne pourra pas décoller en termes d'économie si on laisse le pouvoir à Abidjan. On administre de près, on gouverne de très loin. Et c'est dans ça qu'on est aujourd'hui. Si on n'a pas cette volonté-là de ramener du pouvoir aux collectivités, de ramener des ressources aux collectivités, vous allez mettre des bus à Yamoussoukro, vous allez mettre des bus à San Pedro, ce n'est pas ça qui va impacter le développement local. On a compris le plaidoyer de l'élu local. Ça, c'est un véritable plaidoyer venant d'un élu local. On l'aura remarqué. Landry Couillot, allez-y. Ok, très bien. Pour moi, il y a 3 choses qui peuvent permettre à notre pays de décoller. Tout à l'heure, quand M. Manga prenait le cas de la Chine, je me dis, attention, pas que je veuille contester quoi que ce soit. Je veux dire qu'on a, au niveau de la Chine, d'un point de vue politique, un parti qui tient le pouvoir et qui ne le partage avec personne. De l'autre côté, on a certes un gouvernement issu du RHDP, mais qui est dans un système démocratique et qui tient compte aussi des enjeux électoraux. Donc, par voie de conséquence, il est difficile pour lui de se donner du temps. On ne peut pas lui donner du temps, il faut aller très vite. Et c'est pourquoi est-ce qu'il met en place le PS-Gouv. Pourquoi ? Parce qu'il va falloir, on sait que d'un point de vue économique, s'il faut pouvoir laisser dérouler la machine, cela prendra du temps pour pouvoir formaliser le secteur informel, pour pouvoir développer une industrialisation sur l'ensemble du territoire national et d'avoir un impact sur le panier de la ménagère. Ils sont au pouvoir depuis 2011. Hein, je termine, s'il vous plaît. Donc, ce que je veux dire, ils n'ont pas le temps. Parce qu'entre-temps, ils ont récupéré un pays, ça c'est l'argument qu'on nous donne et qu'on peut aussi attester, un pays, il fallait tout refaire, ou pratiquement tout refaire. C'est pourquoi est-ce que le PSGO vient donner un instrument au gouvernement de redistribuer de manière circonstancielle un peu de ce qu'il y a dans la cuvette. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est très simple. Il faut pouvoir aller à la conquête des secteurs d'activité, des secteurs économiques qui sont à notre possession et que l'on peut développer rapidement. Tout à l'heure, je parlais par exemple du domaine du secteur halieutique, où aujourd'hui on a la capacité avec nos fleuves, avec le réseau lagunaire, de pouvoir produire autant de poissons et éviter de pouvoir importer du poisson qui vient d'ailleurs, qui va nous coûter très cher. Mais il y a aussi le secteur de l'artisanat, où on peut promouvoir des métiers. Il y a 40 corps de métiers dans l'artisanat qui sont inconnus des Ivoiriens. C'est important que l'on puisse chercher là-bas des poches où l'on peut donner aux Ivoiriens la possibilité de pouvoir s'auto-employer et de pouvoir créer de la richesse. Et ça, c'est partout. Et je vais faire la remarque selon laquelle le secteur informel dont on parle, mais c'est un secteur artisanal. C'est un secteur qui est essentiellement artisanal. Il faut simplement mieux organiser, valoriser ces métiers-là et surtout accorder de la formation aux uns aux autres. Dernière chose, Arthur a raison avec l'honorable, n'ayons pas peur d'aller à la conquête de l'espace fiscal. Parce qu'en réalité, pour que l'État puisse redistribuer de l'argent, il faut que l'État aille en chercher. Et c'est important. Quand aujourd'hui nos élus locaux se plaignent de ce qu'on vient chercher l'argent dans leur poche, c'est parce que de l'autre côté, on manque de courage fiscal. Et le courage fiscal, comme je pourrais reprendre le Premier ministre Hachi, il faudrait que ce soit un enjeu patriotique. Il faudrait qu'on y aille. Très bien. Eddy ? Mais je pense que tout est dit. Hein, tout est dit. Courage fiscal, formaliser le secteur informel, vous savez, c'est quelque part une honte que partagent tous les pays j'ai envie de dire sous-développés ou en voie de développement, de savoir que toute cette population qui travaille, ces populations laborieuses, ne sont pas concernées par la fiscalité étatique. Certes, on les pressurise avec des taxes de marché, des taxes parafiscales, mais on n'a pas le courage, comme l'a dit Arthur, d'élargir l'assiette fiscale. Une des solutions pourrait être justement de baisser les impôts pour pouvoir mieux les répartir sur une assiette fiscale, une masse fiscale beaucoup plus large. Alors, c'est vrai, on ne peut pas. C'est intéressant dans l'absolu de se dire qu'on aura des pôles de développement ici, là, etc., etc. Mais le but, c'est au secteur privé, en tout cas pour un pouvoir libéral, c'est au secteur privé justement de prendre cette initiative-là. Et le secteur privé ne sera encouragé que par le biais fiscal, encore une fois. C'est parce que les impôts ne sont pas excessifs qu'on entreprend un peu plus. C'est parce que, comment dirais-je, la création des entreprises est beaucoup plus facile, que les jeunes se retournent vers cela. C'est parce que aussi la culture de création de l'entreprise est étalée, étendue, ou du moins apprise même à l'université, même si peut-être Arthur ne sera pas d'accord, ou dans des grandes écoles.
l'école que les jeunes iront directement vers cela. Donc, il faut, au-delà de cet aspect policier, etc., il faut aller droit vers les problèmes, vers la décentralisation. Il faut une identité même de la décentralisation. On a des districts, des régions, on ne connaît pas vraiment les compétences. Le financement est difficile, comme vient de le dire un élu local, puisque l'État promet d'une main et récupère de l'autre côté, et on aboutit à des situations, et permettez-moi ce néologisme, d'une sorte de déconcentralisation, c'est-à-dire qu'une décentralisation par le verbe, mais une centralisation par les actes. Oui, Arthur. Oui, je vais préciser la notion de temps. En fait, c'est économique. En fait, l'expansion, c'est la croissance. On confond beaucoup expansion et croissance. La croissance, elle doit être dans le temps. Donc, tant qu'on n'a pas eu des chiffres sur 10, 15 ans, on ne peut pas parler de croissance. C'est un abus. Et la Côte d'Ivoire, je pense que maintenant, c'est ce que j'ai dit, elle rentre en croissance pour moi. Après 10 années, on est dans la croissance et ces 10 années, on doit commencer à mieux ressentir cette croissance. Et d'ailleurs, dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, nos phases de croissance ont toujours été des phases d'investissement public. Vous prenez la période entre 60 et 80, hein, on a même eu la crise à partir de 68, mais les investissements publics se sont poursuivis jusqu'en 85 parce qu'on a eu près de 18 ans de croissance. La petite phase de relance qu'on a eue après la dévaluation, mais prenez, à partir de 97 jusqu'au coup d'État, il y a eu aussi des ressources. À chaque fois que la Côte d'Ivoire est en phase de croissance, il y a un investissement public et il y a même un taux de pauvreté qui est bas. Je dis aux gens, on retrouve le taux de pauvreté qu'on avait en 70. Ça prouve que cet impact de la croissance, jusque-là, a été senti. Je pense qu'aujourd'hui, le gouvernement n'a plus d'excuses. Après 10 années de croissance sur le combat social. C'est ce que je suis en train de dire. Deuxième chose, sur l'artisanat, permettez-moi de refaire une vieille bagarre, mais oui, l'artisanat, il est déprécié par notre système éducatif. Puisque tout ce qui est autour de l'artisanat fait 1 heure par semaine et un coefficient 1. Donc, on dit aux Ivoiriens, aux enfants, l'artisanat, c'est pas bon. Il faut déjà changer ça aussi à l'école. L'entrepreneuriat doit rentrer dans les écoles le plus tôt possible. L'artisanat, oui. On a des problèmes sur l'université parce que moi, je suis très traditionnel sur l'université. Je pense qu'elle doit continuer à faire de la recherche, mais ça doit évoluer dans tous ces domaines. Je vais terminer pour dire, oui, il faut que le courage... Moi, je pense qu'on est tous unanimes aujourd'hui. Il faut que le gouvernement ait le courage fiscal. D'accord. Et puis, pour terminer, la décentralisation, j'ai l'impression effectivement que on recule en termes de décentralisation, d'autant plus que même on crée je parle par exemple des ministres-gouverneurs, qui sont pour moi des gens qui freinent la décentralisation. Et en plus, le budget va chercher dans le budget des élus locaux. Il faut donner aux élus locaux le véritable... C'est eux qui sont au contact des populations tous les jours. Il faut leur donner le pouvoir d'être de vrais acteurs de développement et pas de simples maires pour être des maires. On vous a bien compris, Arthur. Bledson, réaction? Oui, je pense que de la conférence de presse, et aussi il faut remonter à chacune de ses sorties publiques. Il fait les mêmes discours, il met l'accent sur le privé, la priorité au privé. Le privé dont il parle ici, c'est... Prend en compte tout ce qui est informel, c'est ce que vous voulez dire? Oui, ça prend en compte, mais c'est surtout... l'État est derrière ce privé-là. La position du président de la République exprimée régulièrement par le Premier ministre Patrick Tachi, c'est qu'on ne peut pas demander au privé de créer des emplois tout seul, d'aller à l'extérieur chercher des marchés. Il faut que l'État soit derrière. La nouveauté, c'est ça. C'est-à-dire qu'on va faire la transformation de nos produits, on va créer des champions ivoiriens, mais il faut les soutenir pour qu'ils puissent aller chercher des marchés à l'extérieur. Tout seul, ils ne peuvent pas se lever, aller dans d'autres pays. Et c'est l'État de les aider à jouer ce rôle-là. Et puis, tous les secteurs, le secteur culturel, on a parlé lors de sa conférence de presse, il faut permettre, et là on retrouve les artisans, il faut leur permettre de se constituer et de générer des emplois et de générer des richesses. Donc ça, c'est vraiment ça qui est parfaitement nouveau. Maintenant, pour peut-être les districts, il faut attendre que les districts s'installent, parce qu'il en a parlé lors de sa conférence de presse. Ce n'est pas pour venir fatiguer les élus locaux. Bien au contraire, tout à l'heure, un élu, celui qui connaît quand même le terrain, a dit l'État, depuis Abidjan, encore continue de puiser dans les caisses. Justement, avec les districts, en principe, ce problème devait disparaître parce que les ministres-gouverneurs sont aux côtés de... Je dis bien en principe parce que, bon, d'accord. Voilà. Très bien. Alors, rapidement, et puis, la création d'emplois à l'intérieur va aussi enrichir les collectivités. Absolument. C'est tout ça qui est important. Il y a un effet domino. Oui, allez-y. Ce que je voulais dire, c'est qu'en réalité, dans l'absolu, si tant est que la création des fameux districts peut participer à rapprocher davantage l'action gouvernementale auprès des différentes collectivités classiques, le problème n'est pas tant ces nouveaux organes. Le problème, c'est la gestion, la fiscalité, en réalité.
Si on a une assiette fiscale élargie, si on permet de pouvoir capter de nouveaux secteurs d'activité et les bonifier, à ce moment-là, on donnerait bien sûr aux maires et aux présidents de région, donc aux conseils régionaux, ce dont ils ont besoin suffisamment pour pouvoir avancer. Et lorsqu'on nous parle de la possibilité aujourd'hui de permettre à tout le territoire national de pouvoir connaître une vitalité économique, je me dis, comme il disait M. Belson tout à l'heure, ça peut donc permettre à nos élus locaux de gagner davantage. Mais je dis qu'il faut faire très attention, M. l'honorable Assalé a parfaitement raison, il faut faire très attention de ce qu'on ne tombe pas dans le travers de la nécessité de tout contrôler au point d'arracher à ces collectivités-là, c'est dont elles ont besoin pour avancer, parce que c'est un travail de plusieurs décennies. D'accord. Assalé Thiemoko, vous voulez réagir? Non, je voulais juste dire que sur la question des districts qui ont été créés récemment, les 12 districts, nous, on avait pensé que leur financement serait en dehors des ressources des collectivités. C'est ça. On a été très surpris de découvrir il y a un mois, quand on nous a fait le point des ressources d'impôts envoyées aux collectivités, qu'on nous avait prélevé, enfin aux collectivités, pas nous en tant qu'individus, mais on avait prélevé aux collectivités autour de 4,8 milliards en 3 mois pour envoyer aux districts. Sur l'ensemble des collectivités? Oui, sur l'ensemble des collectivités. 4,8 milliards pour envoyer aux districts. Alors que les districts en question, dans les faits, ils ne font pas de développement. Ils sont là juste faire de la coordination de l'action gouvernementale en termes de réalisation d'investissements dans les régions ou sur tous ces districts-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant que le gouvernement n'a pas investi, n'a pas de grands projets dans une région, le gouverneur du district n'a pas d'activité. Ils peuvent susciter aussi. Comment? Ils peuvent susciter la... Ah non, ils n'ont pas de pouvoir. Ils n'ont pas le pouvoir de faire de l'investissement. C'est le rôle des élus. Non, je dis susciter. Non, les gouverneurs des districts, dans leurs compétences, ils n'ont pas le pouvoir de faire de l'investissement. Ils ne font que du fonctionnement. Ils sont là que pour faire de la supervision des activités du gouvernement. Ce que les préfets font déjà. Non, mais ils font des études prospectives aussi. Ah oui, Ne vous parlez pas ensemble. Je veux dire que dans les faits, leur action en termes de développement local, en termes de développement dans les régions, n'est pas visible. Et ce qui est grave, c'est que... Ils viennent à peine aussi d'être nommés. Ah oui, mais en fait, en peu d'être nommés, mais ils ont eu, en 3 mois, ils ont eu plus d'argent que l'ensemble des élus de... On aura l'occasion de faire le débat voilà, sur les compétences des ministres-gouverneurs. On aura le temps de faire le débat. Eddy Guipier, rapidement. Dernier exemple je m'inspire un peu de tout ce qui est artisanat, fiscalité. Alors, vous savez comment est-ce que le Nigeria est passé devant l'Afrique du Sud pour être la première économie africaine? C'est à cause de Nollywood. Voilà le produit des films. C'est ce qu'on appelle le soft power, la puissance douce. Tous ces éléments culturels-là qui concourent à l'affirmation d'une puissance et qui peuvent être convertis ou convertibles de façon économique. Nous avions eu ça. NCI qui sponsorise beaucoup de productions locales. Bien sûr. Merci pour ce coup d'œil. Merci beaucoup. Alors, donc, nous avions, qu'on l'aime ou quoi, bon gré, mal gré, le coupé décalé. Nous avions aussi ma famille, pour ne pas les citer, le Zouglou, avec lesquels, je veux dire, qu'on a quelque part négligé. Et aujourd'hui, nous sommes en train de perdre cela, alors que ça aurait pu être des instruments, en tout cas des instruments marchands. On aurait pu créer des emplois là-dessus. Aujourd'hui, les artistes nigérians n'envient plus les artistes américains. Et ce sont des pistes aussi à suivre. Absolument. Messieurs, au cours de cette conférence de presse, Aristide Nkenda, oui, rapidement. Non, je voulais juste qu'on essaye d'expliquer aux téléspectateurs que est-ce que la décentralisation, c'est simplement lorsque on donne l'autonomie, la fiscalité aux élus locaux? C'est un bon début. Il y a deux choses. Il y a la déconcentration et la décentralisation. C'est cela. La déconcentration, c'est le pouvoir de l'État. Bon, en fait, tout est pouvoir de l'État. Mais dans la décentralisation, l'État suppose qu'il confie, il abandonne carrément certaines de ses compétences à une autorité élue. Voilà. La déconcentration, c'est vérifier ce que l'État lui fait. Or, les ministres-gouverneurs, on a l'impression qu'ils sont un peu de déconcentration et un peu de décentralisation. Vous voyez, donc, c'est peut-être nouveau. Et c'est pour ça qu'on se pose la question peut-être de leur utilité. Après, il ne faut pas tous se jeter. Mais aujourd'hui, les symboles de la décentralisation, ce sont les maires, les présidents de conseils généraux et leur fonctionnement. S'ils n'ont pas de fiscalité locale, ils ne peuvent pas avoir d'autonomie dans leur gestion. Ils ne peuvent pas avoir de budget pour construire cette décentralisation. C'est pour ça qu'une bonne décentralisation doit s'accompagner de fiscalité locale. Parce qu'en réalité, il y a même certaines tâches qui ne doivent même plus revenir au gouvernement. Oui, tout à fait. Quand il n'y a pas, par exemple, un lycée qui ne fonctionne pas, nous tous on cherche le gouvernement. En réalité, c'est le président du conseil général qu'on doit chercher. C'est lui qui s'occupe des lycées. Tout à fait. Mais comme l'État concentre sans vraiment donner de pouvoir, nous tous on regarde l'État. D'accord. Je donne un exemple, par exemple. Oui. En 2003, il y a une loi qui a été d'ailleurs renforcée, qui a été votée, qui a transféré aux élus locaux 16 compétences, presque dans tous les domaines. Mais je vais prendre le cas de l'éducation. Quand on prend l'éducation, les maires sont chargés
de la gestion des écoles primaires. Ils sont chargés de la construction des cantines. Ils sont chargés de la construction des salles de classe. C'est les maires, ça. Et la même loi dit, pour exercer cette compétence, l'État transfère les ressources destinées à construire les écoles aux maires. C'est toujours le gouvernement qui construit. C'est toujours le ministère de l'Éducation nationale qui construit les écoles depuis Abidjan. Donc vous allez forcément avoir une disparité des zones où il n'y a aucune école, parce que tout ça est piloté depuis Abidjan. Les maires sont dans la proximité, c'est eux qui savent où se trouvent les besoins de leur population. Et donc, il faut que la loi qui a été prise soit appliquée, parce que dans tous les ministères, même pour faire de l'investissement, les ressources sont logées dans les ministères. Et les DAF de ces ministères, ils font d'abord les dépenses du ministère, et c'est en fin d'année, quand les maires ont bouclé leur exercice, qu'on vous envoie les transferts destinés à l'année qui vient de finir. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces ressources-là qui viennent en fin d'année, alors que le budget, l'année est finie? Voilà. Tout ça, c'est des questions qu'il va falloir qu'on adresse. Et comme maintenant je suis au Parlement, c'est des choses qu'on va débattre bientôt. Absolument.